Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Et en bref, l'évolution des cotations mondiales et de la baisse sur les produits pétroliers et sur le gaz. À noter que les tarifs énergétiques ont changé. Attendez-vous à une baisse légère qui arrive dès le 1er juin. Le gaz perd 0,04 centimes. Le gasoil, perd 0,04 centimes et le gaz, lui, perd 0,25 centimes. Le samplon ne bougera pas. La préfecture précise, alors je cite, « Cette dégradation du cours dans la continuité du mois précédent est fortement liée à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, faisant craindre une récession économique mondiale et par conséquent une baisse de la demande de pétrole brut ». On part tout de suite sur la commune de Bouillante qui a mis en place des liens avec la ville de Ouéda au Bénin. Rapprochements culturels et historiques se sont faits en ce mois de mai. Un reportage de Charlie Dagonia. La continuité des actions qu'on mène depuis un certain temps, puisque l'année dernière, nous avons pris la décision de jumeler la ville de Bouillante avec la ville de Ouida, qui est une ville du Bénin. Donc quand on m'a informé qu'il y avait une délégation de tête couronnée qui était en Guadeloupe et qui avait sollicité une rencontre, c'est normal qu'on les reçoive. En plus, nous sommes dans un mois de commémoration, le 27 mai, plein de choses. Donc on a prévu de rencontrer d'ailleurs nos frères africains et on a prévu de faire visiter Bouillante et en particulier d'aller sur 2 sites emblématiques. Le premier, c'est la zone de Gros-Figuier, qui est le point de départ des esclaves marrons à l'époque de l'esclavage, et puis un déjeuner nous rencontre sur le site de l'ancienne habitation du Villa Village. Ça a été exceptionnel parce que vraiment nous sommes touchés. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous sommes vraiment touchés. Et nous avons vu que nos frères ont souffert, nos aïeux ont souffert, mais au nom de Dieu, on en aura récompense parce que la volonté, la détermination des uns des autres que nous constatons ici et accompagner ce que nous aussi nous devons en avoir en Afrique, je pense que ça va amener l'unité et on aura amené cette humanité parce qu'on s'est sacrifié pour l'humanité. Et avec le feu et le feu, ça veut dire que la cohésion va se faire facilement. C'est bien que les jumelages dont nous parlons constituent vraiment une fois une piste pour nous éviter d'atteindre notre objectif. Donc je pense que nous sommes très contents que cette volonté existe. Monsieur va travailler à cela pour que nos autorités puissent travailler, pour qu'on puisse mettre en place un jumelage. Et comme ça, la communication et la tradition, la culture entre les peuples vont se manifester et que nous devons vraiment nous retrouver tous ensemble. Et toujours dans le cadre de ce mois de mai, mois de commémoration, mais cette fois-ci aux Abîmes, où c'est le roi de Comé, toujours au Bénin, qui est venu sur notre territoire pour partager des beaux moments. Un reportage de Charlie Dagonia. C'était très important. Pour moi, c'est la symbolique parce que Monsieur le maire Éric Jalton, président de Cap Excellence, a eu le contact avec Hippomène Léova. Et à ce moment-là, il m'a appelé. Et j'ai fait autant que je pouvais, puisque c'est ma délégation échange, jumelage et coopération. Mais de recevoir une telle personne sur le territoire de la ville des Abîmes, qui vient du Bénin, qui est le roi de Kobe, et qui est aussi, on va dire, nous, arrière petits-fils et petites-filles d'esclaves qui venons du golfe de Ouida au Bénin. C'était la symbolique vraiment de recevoir Sa Majesté. Et son discours, est un discours qui sort du cœur,
mais c'est un discours qui transpire d'amour. Et je crois qu'entre nous, les différentes communautés, nous avons besoin d'amour sur ce petit territoire-là pour s'entendre et pour faire avancer la politique sur notre territoire, mais aussi de remettre au goût du jour cet amour que nous avions entre nous et que la modernité a tendance à nous faire perdre. Écoutez, je vais faire la démarche de restaurer l'histoire aux Abéniens parce qu'il faut quelqu'un pour restaurer l'histoire et leur faire prendre conscience de ce qui se passe et leur permettre de reconnaître leur origine parce qu'ils se posent plein de questions. Et comme le Bénin a été le premier pays avec le gouvernement courageux du président Patrice Talon, n'est-ce pas, qui a décrété, donné la nationalité aux Afro-Caribéens et d'Afro-descendants pour qu'ils puissent revenir au bercail. C'est ce message fort que je suis venu partager avec eux et en même temps, n'est-ce pas, célébrer et commémorer l'abolition de l'esclavage qui a été décrétée il y a 177 ans. Aujourd'hui, ça a été des moments forts, des moments intenses pour nous et nous avons partagé du bon moment en Guadeloupe, à Sainte-Rose comme dans les abîmes. Et j'implore toute la jeunesse à prendre conscience, à ne pas négliger la mémoire de nos aïeuls, de nos bisaïeuls et de nos trisaïeuls. C'est très important. Il y a du travail à faire et nous ferons le travail dans ce sens afin que la génération montante, comme je le dis, toute histoire a une origine. Et une origine a une cité. Quelle que soit sa forme et son fond, elle constitue un espace que j'appelle un schéma, les racines, les troncs et les branches. Et nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Si on ne fait rien, rien ne se fera. Et qu'est-ce que nous allons devoir laisser à la génération montante? Nous aurions raté notre mission et c'est pour éveiller les consciences dans ce sens que nous avons fait effectuer le déplacement avec l'appui des autorités guadeloupéennes. Et cette fois-ci, direction Sainte-Rose pour un jumelage entre la ville et Adjara, toujours au Bénin, moment de convivialité et de rencontre avec un message aux Guadeloupéens, un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre commune, aussi pour la Guadeloupe, jour de commémoration de l'esclavage. Nous avons eu l'honneur de recevoir un roi du Bénin, pas n'importe lequel d'ailleurs, qui est secrétaire général des rois du Bénin et d'une partie de l'Afrique, qui est venu ici porter un message puissant, celui de nous dire que nous sommes depuis longtemps des enfants d'Afrique et que nous devons être en capacité de revendiquer cette paternité. Et ce message puissant qu'il est venu nous communiquer, nous insuffler, bien je crois que le peuple guadeloupéen l'a ressenti, le peuple saint-rosien l'a ressenti. Et c'était un plaisir pour nous de partager ce moment avec d'autres invités qui étaient également des politiques d'Afrique. Bref, un moment de communion intense où nous avons remarqué qu'il n'y avait aucune rancœur dans le discours, aucune forme de digression, mais simplement un rassemblement, une unité, une union autour d'un thème que les Guadeloupéens ont déjà depuis très longtemps transcendé et qui sont aujourd'hui en capacité de pouvoir travailler sereinement. Mon message aux Guadeloupéens est clair. Il est clair dans le sens où il est temps qu'on se tape la poitrine pour dire stop, pour s'arrêter et se dire où est-ce que nous allons après tout ce qu'on a enduré. Et je suis fier d'être là, un des rois du Bénin, en ma qualité du secrétaire général de l'Organisation des rois et des reines d'Afrique et du coordonnateur du Haut Conseil des rois du Bénin et vice-président de la Journée mondiale de la culture africaine, être en Guadeloupe et plus précisément dans la commune de Sainte-Rose, en ce jour, à la célébration de l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas un hasard. C'est significatif et cela en dit long. Alors j'exhorte tous les Guadeloupéens à comprendre qu'il y a une chose. Si on ne s'arrête pas de nous prendre pour de l'esclavage, nous n'allons jamais avancer. Il est temps qu'on revendique notre droit d'exister, notre droit de vivre et notre liberté et de se taper la poitrine pour dire oui, stop à toute forme d'esclavage, quelle que soit la façon dont ça s'impose à nous, il est temps qu'on puisse dire non. Parce que nous avons souffert et il est temps que cette souffrance s'arrête. Sur aucun plan, nous ne permettrons, parce que nous sommes fiers de venir, et ne sommes pas venus voir des esclaves, nous sommes venus voir nos frères et sœurs de la diaspora, nos frères et sœurs, les afro-descendants. Et c'est en cela que nous apportons le message fort du gouvernement béninois, n'est-ce pas, qui offre une hospitalité
avérée, une hospitalité parfaite à tous les afro-descendants guadeloupéens, guyanais, antillais, martiniquais, de tous ordres, de pouvoir revenir au bécail. Et pour ceux qui veulent vivre là-bas, sont prêts à leur donner les papiers, les nationalités qu'il faut pour qu'ils se sentent vraiment heureux et chez eux. Et voilà, place maintenant à notre plateau avec Edoui Plenel, journaliste politique, cofondateur du journal Mediapart, et Jessie Américain, auteur du roman Nègre Marron, itinéraire d'un enfant du ghetto. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes présents ce soir, s'il vous plaît? Nous sommes invités par le conseil départemental de la Guadeloupe dans le cadre notamment d'une conférence internationale qui aura lieu demain sur le marronnage au complexe Gaël Monfils à Petit-Bourg. Et donc, moi, j'interviens en tant qu'auteur guyanais. Et donc, je vais aborder notamment la question du marronnage des Bonis de Guyane, parler notamment de l'organisation politique. Alors, qu'est-ce que les Bonis, que les gens comprennent bien? Les Bonis, c'est un groupe de marrons qui, en 1776, s'est installé définitivement en Guyane. Donc, c'est un groupe qui a créé une société autonome et libre en dehors du système esclavagiste, avec évidemment une organisation politique, une tradition, une culture, une langue, une gastronomie et un système basé notamment sur la matrilinéarité. D'accord. Alors pareil, bonsoir. Pourquoi vous êtes présent, vous, à cette conférence qui va avoir lieu? Je fais partie d'une amicale qui est derrière tout cet événement, qui est l'amicale, j'allais dire, d'Édouard Glissant. Patrick Chamoiseau sera là demain. Au fond, les défenseurs du tout monde et du tout vivant du monde. Agis en ton lieu et pense avec le monde, disait Édouard Glissant. L'enjeu de ce colloque demain, c'est, en ce mois de mémoire, de se demander qu'est-ce que le passé au présent. Si le passé, c'est une commémoration morte, ça ne nous aidera pas. Qu'est-ce que le marronnage nous dit pour résister aux catastrophes d'aujourd'hui? Et Dieu sait, à l'heure de Gaza et de la Palestine, s'il y a de quoi s'alarmer. Et le marronnage, c'est à la fois une résistance, un refus de la barbarie, de l'esclavage, de l'oppression, une échappée, mais c'est une invention. Et ça, c'est ça dont on va parler demain. Une invention. Comment créer une alternative? Comment, dans ce moment où toutes et tous, on se dit c'est obscur, on n'a pas tout à fait de vision de comment on va trouver des solutions, eh bien, il y a une leçon dans le marronnage qui est une résistance du faible au fort, une résistance qui n'est pas l'imitation de la domination. Et je cite souvent cette phrase de Frantz Fanon qui dit il ne faut pas essayer de fixer l'homme, l'humain, ce n'est pas seulement l'homme masculin dont il parle, parce que son destin est d'être lâché. Nous ne sommes pas assignés à résidence, nous nous reconnaissons en allant vers l'autre, et vous voyez bien qu'il y a derrière là un enjeu contre tous les racismes, tous les suprémacismes, toutes les barbaries qui sont de retour. Il faut regarder en face ce qui nous alarme, et nous donnons à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à tout cela, qui veulent se réveiller et ne pas rester indifférents. Rendez-vous demain à Petit-Bourg pour en parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre, que les gens sachent de quoi vous parlez dans cette histoire? Oui, le livre s'intitule Nègre Marron, itinéraire d'un enfant du ghetto. Donc, à travers le parcours d'un jeune Guyanais, donc l'histoire se déroule entre la Guyane, où on va aborder des sujets typiquement guyanais, comme la pluri-identité, le problème du trafic de drogue, le chômage. Et à Paris, on va aborder les questions, c'est-à-dire comment un marron guyanais est confronté à la société élitiste parisienne. Et en Colombie, on va aborder des questions qui concernent l'Amérique du Sud. Mais le fil conducteur, c'est qu'à travers le parcours du jeune personnage principal, on reste dans l'univers du marronnage. Donc, à travers son parcours, on aborde toutes les thématiques qui concernent le marronnage. L'organisation politique, on va parler de la spiritualité, on va parler des danses, on va parler de la gastronomie. Donc, nous sommes constamment autour et dans l'univers du marronnage tout au long du roman.
D'accord, merci beaucoup. Alors, je rappelle, le thème demain, c'est le marronnage historique. C'est les divers aspects du marronnage sur les plans historiques dans la Caraïbe et aux Amériques. Alors, avant que vous nous quittiez, juste une légère question très rapide sur la politique. Vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe en ce moment. Que pensez-vous de la situation dans nos différents territoires où, justement, au niveau des élections, on voit que ça commence à devenir un petit peu compliqué, que les gens veulent jeter la table, tourner la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mot rapide sur ça. Moi, je pense toujours qu'il faut, une souveraineté en relation. Je pense qu'il faut sortir des grands mots avec toutes sortes d'ismes, assimilationnisme, qui a fait beaucoup de dégâts, mais tout bêtement se dire qu'ici, il y a des pays. On ne peut pas régler le sort des pays à des milliers de kilomètres. Il faut que les peuples de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe soient souverains. Et en même temps, il y a une histoire commune et il faut avoir l'intelligence d'inventer une souveraineté en relation. Je suis fidèle de ce point de vue au message d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant et de bien d'autres personnalités de Guadeloupe. Et hélas, je le dis de mon point de vue de Français, de là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons des dirigeants à Paris qui ne sont pas assez attentifs à cela, qui font beaucoup de dégâts, on l'a vu sur la Nouvelle-Calédonie, qui ne comprennent pas cette aspiration à la dignité. Vous savez, l'aliénation, le fait de ne pas être souverain, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, je pense que nous sommes à l'heure où les peuples ont raison de dire qu'il faudrait inventer autre chose. C'est pas seulement une question de statut, c'est inventer une souveraineté où on retrouve la maîtrise de son destin. Encore une fois, en relation, c'est un mot-clé de la pensée d'Édouard Glissant. Nous sommes liés. Il n'y a pas d'identité à racine unique, fermée, close. Nous sommes en lien les uns avec les autres, mais à condition de respecter, encore une fois, la souveraineté, la dignité. Et de ce point de vue, la France, en tant que puissance coloniale, a beaucoup d'efforts à faire. Merci beaucoup. Donc, rappel, rendez-vous demain de 8h30 à 18h30 pour la conférence internationale sur le marronnage et ses incidents dans la Caraïbe et les Amériques. Ensuite, vous avez une conférence de 17h à 23h. C'est la nuit de l'oralité. Donc, veillée contemporaine. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en place. Et à 20h30, vous avez un spectacle pluridisciplinaire mêlant la musique, la danse et le conte, le tout au complexe Gaël Monfils à Petit-Bourg. Merci de votre présence ce soir. Merci de votre invitation. Alors nous, de notre côté, on va aller du côté de Saint-Claude où, en ce mois toujours de mai, un hommage a été rendu à Louis Delgrès, comme vous le savez, et vous avez plus de détails dans ce reportage de Gérard Loiseau. L'histoire, on la retient, l'histoire, elle est celle de Delgrès. Cette histoire, ce mémorial qu'on voudrait voir naître, quitter, sortir le Delgrès de la bananerie, trouver une solution. C'est ce qui nous bloque un peu, ça. Depuis 2003, nous nous battons comme cela pour arriver à quelque chose. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec la venue du président du conseil départemental, je pense que nous allons pouvoir avancer positivement. Tenu à être présent aujourd'hui pour cette commémoration du sacrifice de Delgrès, il faut rappeler ce que représente Delgrès dans la conscience de chaque Guadeloupéen. Vivre libre ou mourir, plutôt que de se retrouver en situation d'esclave, ils ont préféré mourir pour ce combat pour la liberté. Donc, important que chaque année, nous puissions rappeler ce fait. Mais au-delà, on doit faire aboutir un véritable mémorial Delgrès. C'est cet engagement que j'ai pris avec la municipalité donc, de Saint-Claude et qui explique que nous soyons sur les lieux mêmes où ce sacrifice a eu lieu. Donc, c'était ces valeurs, ce devoir de mémoire qui s'impose. On ne peut pas parler de devoir de mémoire, de devoir d'histoire et garder Delgrès. Ici, c'est inadmissible, c'est pas tolérable. Et le moment, je pense, est venu pour ce pays-là qui est souvent dit pays-là, c'est en nous, que chacun se mobilise. On rappelle que la chapelle du Matouba a été construite avec des dons. Ça peut se faire aussi. Il y a la Fondation du patrimoine aussi qu'on peut solliciter. Il y a 1000 sollicitations possibles.
avec bien sûr les institutions pour qu'on trouve les moyens de réaliser ici l'historial de Grèce. Ça n'aurait rien à voir avec le Méméal Acte, rien à voir, mais simplement marquer ce qui s'est passé. Et j'aime à rappeler que nulle part, dans toutes les luttes de la Caraïbe, dans toutes les luttes sud-américaines, partout où il y a de l'esclavage, il n'y a pas eu cette espèce de, on va dire, de dignité, où les valeurs ont triomphé de l'ignominie, de la barbarie. C'est seulement en Guadeloupe que des hommes libres déjà, de couleur libre, ont décidé à tout jamais de planter la liberté. Et la liberté doit verdir, doit fleurir. Et pour que ça fleurisse véritablement, il faut que nous-mêmes nous soyons des partisans de la liberté, des partisans de la justice sociale, en même temps des partisans aussi pour que les Grèces vivent ici et sortent de ces terres-là, sortent d'Abanandré, comme disait Mme le maire à l'instant. Et parlons maintenant d'entrepreneuriat avec les appels à projets GAL du Nord Basse-Terre. Le président de la CANBT a convié des appels à projets leader 2025 ce matin même à la Maison des Entreprises. Une démarche d'accompagnement à la cohésion territoriale, un reportage de Grégory Laps. Aujourd'hui, c'était le lancement du leader du Nord Basse-Terre. Nous avons demandé aux porteurs de projets d'être présents de manière à ce que nous puissions faire une présentation du dispositif. Mais au-delà du dispositif, c'était aussi l'occasion d'expliquer quelle était notre ambition et notre politique en termes de développement économique sur le territoire du Nord Basse-Terre. Ce sont les entreprises qui créent la richesse de territoire. Ce sont les entreprises qui créent l'attractivité d'un territoire. Et j'étais vraiment très satisfait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont dans cette démarche de création d'entreprises, mais aussi la diversité donc des projets très audacieux, très innovants. Nous avons exposé notre projet et Monsieur Blanchard et son équipe nous ont dit que cela rentrait tout à fait dans le programme des fonds leaders de 2020. De notre côté, eh bien, nous avons commencé à monter le projet. Nous avons rencontré les entreprises pour pouvoir faire les devis. Et puis surtout aussi récupérer tous les papiers administratifs qui nous avaient été listés. Le projet Leader, c'est un dispositif européen qui s'adresse aux entreprises et associations situées en milieu rural. Donc, toutes les entreprises et associations ainsi que les collectivités du Nord Basse-Terre, donc des 6 communes du Nord Basse-Terre, peuvent émarger à ce fonds qui a pour but de pouvoir dynamiser tout le territoire. Donc, premièrement, les entreprises à les répartir correctement sur le Nord Basse-Terre. Ensuite, développer tout ce qui est touristique et culturel, ainsi que tout ce qui est écologique et transition énergétique. Une fois les travaux faits, nous avons remis nos factures, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents. Et nous avons pu percevoir le financement de ce projet. Alors, on parle de 80% jusqu'à 100% dans certains cas, en fonction d'une grille, en fonction de la notation et en fonction de certains détails sur le projet. Le GAL, c'est un dispositif de proximité qui a vocation à porter une valeur ajoutée sur le territoire pour lequel nous définissons des fiches actions. C'est très particulier parce que ce dispositif qui est déporté par la région vers les territoires, vers les communautés d'agglomération, permet un ajustement en fonction du projet du territoire. Et donc, c'est à nous maintenant aujourd'hui, avec les différents projets qui vont nous être présentés, d'abord de les amender, de les corriger, de les améliorer, de les rendre plus performants, et surtout, et je crois que c'est essentiel, que ces projets puissent apporter une valeur ajoutée, une dynamique complémentaire à notre territoire. Après 30 ans, s'est enfin déroulé le congrès fédéral de la Fédération des orthophonistes sur notre territoire. Alors, comment faire de la prévention, mais surtout comment attirer nos jeunes dans ce secteur d'activité et comment développer ces métiers? Des réponses dans ce reportage d'Olivier Félix. Le déplacement était absolument nécessaire. Ça faisait plus de 30 ans que la Fédération nationale des orthophonistes n'avait pas organisé de congrès en Guadeloupe. Et on est ravis de pouvoir avoir l'occasion d'organiser ce congrès fédéral ici en Guadeloupe. Pour nous, ça va de soi. On est 76 administratrices et administrateurs au sein du conseil d'administration. Et c'est une évidence que la continuité territoriale doit se faire avec tous les territoires
qu'ils soient hexagonaux, ultramarins, c'est absolument évident pour nous. Nous sommes vraiment ravis et honorés de pouvoir accueillir ce temps fort pour notre syndicat et notre fédération plus largement. Première matinée plénière avec des votes, des réélections, des démissions, un renouvellement du bureau et de nos représentants. Et cet après-midi, l'ouverture officielle, effectivement, avec des invités et une partie de atelier où nous allons prévoir à l'avenir de notre profession. Alors, nous allons parler de l'innovation, en fait, comment repenser nos cabinets et toujours travailler à proposer des prises en soins adaptées au quotidien de nos usagers. Les délais d'attente et les pertes de chance qui sont reliées du fait des délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste sont un sujet majeur pour la profession. C'est un sujet sur lequel on essaye d'agir nationalement en lien avec les ministères chargés des questions d'enseignement supérieur et de la santé. On a récemment fait voter une proposition de loi spécifique sur la démographie des orthophonistes pour augmenter les capacités de formation des centres de formation existants. On est ravis d'avoir pu ouvrir il y a 3 ans en Guadeloupe un centre de formation universitaire en orthophonie pour le territoire Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui commence à attirer de plus en plus d'étudiants et de leur donner envie aussi de rester sur leur territoire, parce qu'en fait on sait que les étudiants ont tendance à s'installer à la fin de leurs études dans les territoires dans lesquels ils sont nés, dans lesquels ils ont grandi. Et donc notre volonté, elle est très claire et très clairement affichée grâce à l'ouverture de ce centre de formation universitaire en orthophonie en 2022 en Guadeloupe. Et puis effectivement, la question qui se rajoute à cela, c'est la question des salaires, puisque si les revenus des orthophonistes en libéral sont un petit peu plus élevés, les salaires des orthophonistes qui exercent dans les CAMS, dans les IME, sont absolument lamentables, absolument insuffisants pour attirer des orthophonistes salariés. Et c'est un frein énorme à la prise en soin des patients qui sont pris en charge dans ces structures. On réfléchit vraiment à l'orthophonie de demain et comment faire beaucoup plus de prévention pour éviter justement l'engorgement dans nos cabinets par la suite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.